Après cette période intensive de zazen pendant 40 jours, après la mort de Maître Deshimaru, vous vous sentiez prêt pour continuer la mission, pour donner les ordinations? À cette période-là, je n'avais aucune mission en vue. Je savais même pas que j'allais partir en mission. Quelques mois après sa mort, il y a eu un symposium à Chamarande, au sud de Paris, un symposium que Maître Deshimaru avait organisé en invitant des personnalités du monde entier. Mais il était mort au mois de mai et au mois de juillet a eu lieu ce symposium, d'après mon souvenir. Et c'est là où une délégation de jeunes Polonais est venue pour demander si un missionnaire ou un moine ou quelqu'un pouvait venir en Pologne pour transmettre le zazen. Il se trouve que à cette époque, personne ne pouvait se rendre dans les pays de l'Est, ni en Pologne, sans avoir des parents sur place, sans qu'il y ait une adresse et sans invitation de la part de la famille. Et il se trouvait que moi, j'avais encore ma grand-mère, mon oncle, ma tante, etc., mes cousines, et eux, ils m'ont envoyé une invitation, donc j'ai pu me rendre en Pologne. Mais c'était pour visiter les centres au départ. Il ne s'agissait pas du tout de faire une mission. Encore moins de faire des ordinations. En ce qui concerne les ordinations, 3 ou 4 personnes, des anciens moines proches de Maître Deshimaru, avaient décidé qu'ils continueraient à diriger le centre principal, la Gendronnière, et à donner des ordinations. Comme si nous, on n'avait pas le droit de le faire. Alors on s'est opposé à ça. La question était simple. La plupart des responsables des dojos de province avaient déjà ces élèves qui venaient au dojo. Et ils ne voulaient pas spécialement voir un des 3 ou les 3 responsables qui avaient décidé de diriger les retraites, les sesshin, et de pratiquer avec eux, puisqu'ils pratiquaient déjà avec leur maître dans leur dojo. Donc, on s'est dit, mais mes élèves n'ont pas envie de recevoir l'ordination d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Ils avaient envie de recevoir l'ordination de moi. Et on a donc tous décidé qu'on donnerait nous-mêmes les ordinations. On était moines comme les autres. On a reçu comme les autres l'ordination de notre maître. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que 3 personnes qui prennent le pouvoir sur le temple? Et donc, nous avons commencé à donner des ordinations. Mais pas encore en mission, puisque je n'y étais pas encore. Je suis revenu plus tard, tout d'abord en Slovaquie, puis ensuite en Pologne. Parce que j'ai été invité par un éditeur slovaque, Monsieur Hrabal, qui, avec la Sangha Zen Kwanlun coréenne, avait écrit dans plusieurs centres en Europe pour leur demander si on avait des livres à leur envoyer, parce qu'ils n'avaient pas des livres sur le zen, ni sur le bouddhisme, à cause du communisme. Donc, quand j'ai reçu ce courrier, j'ai fait un colis et je leur ai envoyé une 20aine de livres de ma collection. Et après, j'ai reçu une lettre de remerciement et la Sangha Zen Kwanlun m'a invité à diriger une sesshin chez eux à Bratislava. C'est comme ça que je me suis rendu à Bratislava pour la première fois. Ensuite, je suis parti en Pologne avec 2 de mes élèves d'ici, de France,
qui étaient très fidèles à la pratique, mais ils avaient un travail qui les empêchait de pratiquer. Alors ils ont décidé, ces deux élèves, ensemble, de monter une sorte de business. Ils voulaient acheter et vendre des choses, et on a pensé à la Pologne, acheter des objets traditionnels polonais pour les revendre en France. C'est ainsi que nous sommes partis, tout d'abord à Cracovie, et nous avons visité toutes sortes de firmes, et puis nous avons trouvé un magasin où il y avait à l'extérieur, accroché après un poteau, des gants de boxe. Nous sommes approchés, ils vendaient des produits d'arts martiaux, etc. Alors nous sommes entrés, et j'ai parlé avec le vendeur qui était le responsable du Jiu-Jitsu pour toute la Pologne, et il m'a invité à venir faire une démonstration de karaté kung-fu et parler du zen. Et là, je suis allé pour la première fois pour la mission, pour montrer Zazen et parler des arts martiaux. Donc au début, vous n'aviez aucun but de développer une mission, d'avoir les disciples au pays de l'Est. En vérité, je n'avais aucune ambition de devenir maître zen et de transmettre la voie dans les pays de l'Est. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Je dirigeais mon dojo. Maître Deshimaru m'avait nommé responsable pour transmettre le zazen dans les dojos d'arts martiaux de France. Donc je voyageais de ville en ville pour transmettre zazen chez les karatékas, chez les kendo, le judo, l'aïkido. Mais je n'avais aucune intention de me rendre dans les pays de l'Est, surtout que j'avais pensé ne plus jamais revenir. Après ma jeunesse passée là-bas, le communisme et les problèmes, pour moi c'était fini. Et pourtant, mon karma m'a rattrapé, puisqu'on m'a invité en Slovaquie, en Pologne, puis en République tchèque, et plus tard en Russie et en Ukraine. Et puis je faisais de la médecine chinoise, j'avais des patients dont je devais m'occuper. Il fallait que je soigne tous ces gens-là, j'étais très occupé avec ça. Je n'avais aucun besoin d'aller dans les pays de l'Est. L'esprit des gens des pays de l'Est, des Slaves, est-il différent de l'esprit de vos disciples français? Est-ce que c'était difficile de développer la pratique, de parler avec les journalistes, à la télévision? Parce que vous avez fait énormément de choses chez nous. Est-ce que c'était toujours un plaisir pour vous? Je ne me suis jamais senti aussi bien que d'enseigner dans les pays de l'Est, parce que c'était ma nature slave, ma nature naturelle d'être avec des gens qui étaient unis entre eux, qui n'étaient pas égocentriques, individualistes, et je me suis tout de suite plu. Il y avait une sincérité naturelle. Je ne pouvais plus arriver avec le même esprit que j'avais en France, là-bas, puisque j'étais obligé de m'adapter à un autre esprit, à une autre tradition. Tout d'abord une tradition chrétienne très fortement développée qu'il n'y avait pas en France. Donc il a fallu que j'adapte mon enseignement en mélangeant l'enseignement du Christ ou de Saint Benoît avec celui de Dogen et du Bouddha. Comme je n'avais aucun but, aucune ambition, c'était facile de parler naturellement aux gens, puisque je n'attendais rien derrière. Je n'ai donc pas eu à forcer, mais il fallait quand même que j'apporte au départ l'esprit du zen,
Donc ça n'a pas toujours été facile pour être compris. Ce qui était pour moi plaisant, c'est que ils étaient unis ensemble. C'était des copains, des amis. Ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Ce qu'il n'y avait pas en France. Quant aux journalistes, les nombreux journalistes que j'ai rencontrés, c'était des personnes, je dirais, presque lumineuses. Rien à voir avec les journalistes en France. Les journalistes en France, ce sont des stars, des vedettes. Ils veulent être là en premier. Quand je parlais, ils me coupaient. Ils me laissaient pas parler. Alors que là-bas, oui, on me laissait parler. Et ce qui était étrange, c'est que souvent le ou la journaliste arrivait avec des questions écrites sur un papier, il posait une ou deux questions, je commençais à répondre, puis au bout d'un moment, ils oubliaient leurs notes, et ils me reposaient des questions spontanément, et cela coulait. Et au bout d'une heure, je leur offrais une offrande, on s'embrassait. C'était des belles rencontres. J'ai jamais eu ça en France. C'était vraiment de très belles rencontres. Que ce soit à la radio, à la télévision, les journalistes en interview. Ça s'est toujours très bien passé. Si j'avais vécu là-bas, j'aurais eu beaucoup d'amis parmi les médias. On se serait vu très souvent. Mais certains m'ont suivi pendant 10-15 ans. Chaque fois que je revenais, ils étaient là. Je garde un très bon souvenir de cette mission à travers les médias. Comment avez-vous senti que votre mission est remplie, que ce n'est plus nécessaire de se rendre au pays de l'Est pour transmettre la pratique? Je n'ai jamais pensé à ça non plus. Vers la fin, après 24 ans de mission, de voyage, de ne pas faire attention à moi, de m'oublier trop souvent, de trop fumer, mal manger, pas assez dormir, souvent en mission. On se couchait tard à cause des questions-réponses avec les disciples. Parfois on se couchait à 2h, 3h. Et à 5h, il fallait se lever pour aller à la première émission de télévision qui s'appelait Café ou Thé. Souvent c'était ces émissions-là. Les longs voyages, souvent seul, conduire le jour, la nuit. J'ai fini par avoir des problèmes de santé, de cœur, etc. Comme j'aimais bien avoir du goût, quand je mangeais, je salais beaucoup, j'ai fini par abîmer les reins. Et puis le cœur. Donc, il était temps d'arrêter de venir, de voyager. Et puis, c'est bien tombé puisque mes élèves avaient déjà grandi, beaucoup pratiqué, ils dirigeaient des dojos. C'était bien de ne pas trop prendre leur place et les laisser un peu respirer par eux-mêmes, à créer par eux-mêmes, et les laisser responsables. Donc en fait, cette maladie n'est pas venue pour rien, parce que si j'étais en bonne santé, j'y serais encore, et je finirais par étouffer tout le monde. Donc c'était ce qui s'est passé, c'était une très très bonne chose. Je ne regrette rien. Et puis, ça fait des années que je ne suis pas retourné, eh bien, il continue toujours, dans tous les pays. Dans votre vie, vous avez fait énormément de choses, vous avez eu beaucoup de métiers. Un des plus grands
métier que vous avez eu, vous étiez un musicien. Comment ça s'est commencé? Je ne sais pas ce que ça veut dire le plus grand métier, parce que le métier que j'ai pratiqué le plus longtemps, ce fut la médecine chinoise, pendant plus de 20 ans. La musique, 5 ou 6 ans, je pense, pas plus. Tout d'abord, j'étais ce qu'on appelle un tambour majeur. Je suis devenu batteur dans plusieurs groupes. Il m'arrivait aussi le week-end de jouer dans des orchestres de bal, parfois des petits orchestres, parfois des très grands, où nous étions jusqu'à 14 sur scène, très grands orchestres, et puis des groupes de blues, de rock, parfois jazz rock. C'était une période où j'étais passionné par la musique. J'aimais la batterie, je m'entraînais beaucoup, et il m'arrivait aussi de composer des chansons à la guitare, juste pour moi, mais il m'est arrivé de chanter quelques chansons sur scène aussi. C'était les années 70, la plus belle période musicale, créative, comme tout le monde le sait. Les plus belles mélodies, les plus beaux morceaux de musique sont nés dans ces périodes-là, des années 70. Nous faisions beaucoup de festivals dehors, nous faisions des concerts à l'intérieur, nous faisions parfois des concours de musique. On voyageait à travers la France, même parfois jusqu'en Angleterre ou au Maroc. On avait même une tournée prévue au Japon, mais on a eu des empêchements pour y aller. Mais je me souviens peu de cette période. C'est enfoui quelque part au fond de la mémoire. Qu'est-ce que la musique pour vous et quelle musique vous écoutez? La musique, comme la danse et bien d'autres choses, c'est l'expression de notre nature. Pendant qu'on joue, on ne pense pas à autre chose. On est complètement dans ce qu'on fait, donc c'est une très bonne chose. Par contre, parfois ça peut être trop bruyant. J'écoute peu de musique, sauf depuis 1 an, puisque j'ai produit une centaine de CD d'enseignement avec des fonds musicaux. J'étais obligé d'écouter énormément de musique, au moins écouter 30 morceaux par disque, pour en choisir une dizaine. Alors évidemment, multiplié par 100 CD, j'ai écouté beaucoup de musique pendant 1 an. Mais en général, je n'écoute pas de musique. Et maintenant que j'ai arrêté ces CD, quoique non, puisque on me demande de parler de ma vie, donc ça recommence, il va falloir que je mette encore des musiques. Mais quand je suis seul, ici au monastère, j'écoute jamais de musique. Jamais. Maintenant, j'aime toutes les musiques lorsqu'elles sont bien faites. Par contre, j'aime de moins en moins les musiques bruyantes, comme le rock, que j'aimais bien autrefois. Mais j'aime plutôt tout ce qui est paisible, tranquille, des musiques douces. C'est ce que je préfère. D'ailleurs, quand je voyageais en mission à travers l'Europe, je m'enregistrais toujours des mélanges de musique sur des CD, calmes. Ça me permettait d'être paisible quand je roulais sur les autoroutes. J'aurais pas pu écouter des musiques violentes. Mais en général, j'aime toutes les musiques. Quand j'étais jeune et que je faisais du blues ou du rock, je critiquais les gens qui jouaient de l'accordéon, tout ce qui faisait danser les gens. Je détestais ce genre de musique. Et puis, un jour, un certain Jacques Labalme, un accordéoniste très connu en France, cherchait un batteur, parce que son batteur venait de partir, je ne sais pas où d'ailleurs.
et j'ai commencé à faire quelques tournées avec lui. Et c'était un excellent accordéoniste. Quand il jouait du tango, du passo noble, des valses, etc., c'était tellement bien joué. Lui m'a enseigné à jouer la batterie correctement, cette musique, ce style, ou ces styles. Et alors j'ai commencé à apprécier ce qu'on appelle en France la musette. La musette, c'est une musique qui sert à amuser les gens, en fait, à danser. Et depuis cette période-là, je ne déteste pas d'écouter de l'accordéon, si c'est bien joué. En tout cas, s'il y a de l'esprit dedans. Par exemple, il m'est arrivé de mettre un peu d'accordéon dans certains CD, joué par une vieille dame russe, ou un monsieur russe, ou un montagnard dans la montagne qui jouait pas bien. Mais quand il jouait, on voit la montagne. Les notes sont simples, belles, mais il joue avec son cœur et ça donne une atmosphère extraordinaire. Ça n'a pas besoin d'être un virtuose, il joue avec son âme. Après tout, un instrument où chaque instrument a une âme. On parle que du violon, en disant le violon a une âme. Et d'ailleurs, il y a un morceau de bois qu'on appelle l'âme du violon, dessous. Mais on a la même chose sur une guitare. Tous les instruments ont une âme. Nous, on essaye de faire vibrer cette âme, soit en soufflant dessus, comme une trompette ou un saxophone, soit en pianotant avec les doigts. Mais on met en action l'âme de l'instrument. On lui donne toutes ses possibilités que le fabricant a données à cet instrument, en choisissant les bons bois, secs, de très bonne qualité, en travaillant précisément pour faire de cet instrument une âme extraordinaire. Donc, nous sommes les serviteurs, en fait, des instruments. On dit toujours « je joue de la guitare ». Non, on fait jouer la guitare. On ne joue pas, c'est elle qui joue. Nous, on remue les doigts, on fait des accords d'accords, mais la beauté sort de l'âme de la guitare ou du piano. J'aime donc toutes les musiques dont l'âme s'épanouit. On sent l'épanouissement de l'âme de l'instrument. Bien sûr, il faut quelqu'un pour jouer. L'instrument ne va pas jouer tout seul. Mais en finalité, ce qui sort dans l'espace, c'est la beauté de l'âme de l'instrument.